Bonjour à tous et bienvenue dans One Shot, votre dose d'information concoctée par le MJMN, le Master Journalisme de Metz. Voici les titres de l'actualité. Les syndicalistes se sont fait entendre dans les rues de Metz jeudi 21 septembre. Nos journalistes ont suivi la mobilisation contre la réforme du Code du travail d'Emmanuel Macron. Il est correspondant en Irak et suit le mouvement indépendantiste à Erbil. Marc-Antoine Pelaez, ancien étudiant du MJMN, est au Kurdistan irakien et nous décrypte les tensions provoquées par le dernier référendum. Enfin, l'e-sport gagne du terrain sur le territoire mosellan. Les compétitions sportives de jeux vidéo ont le vent en poupe depuis la petite finale de League of Legends à Paris. Déclinaison d'une rencontre locale entre Lorraine e-sport et Helios Gaming à l'Arsenal. Mais tout de suite, partons devant la gare de Metz, où les opposants à la loi travail ne désarment pas. 3 semaines après la publication des ordonnances, les syndicats se sont mobilisés dans la cité messine. Alexis Zema et Brice Recotillon se sont mêlés aux manifestants. Les manifestations contre la réforme du Code du travail ont repris le 21 septembre devant la gare de Metz. Dans ce cortège de près de 2000 personnes, nous sommes allés à la rencontre de plusieurs manifestants, dont Pascal, délégué syndical de la CGT. C'est le point de départ d'un grand rassemblement de toutes les forces progressistes de ce pays, également bien entendu au niveau de la CGT, mais d'autres organisations syndicales. Notre espoir dans l'histoire, c'est de faire entrer le maximum de personnes qui luttent contre cette loi et contre ce gouvernement qui attaque les acquis sociaux depuis d'une grande ampleur. Un avis partagé par d'autres manifestants. On manifeste aujourd'hui parce qu'on a toujours été opposé à la loi travail, donc c'est une cohérence totale avec nos opinions dès le départ par rapport aux ordonnances de M. Macron. Prochaine manifestation, le 10 octobre. Strass, paillettes et maquillage, immersion dans l'univers des drag queens au Café de la Palette à Metz. Notre journaliste Pierre Tillot s'est prêté au jeu et a changé d'identité le temps d'une soirée. L'association Couleur Gay de Metz organisait le 27 septembre une soirée drag queen. Une occasion pour les Messins de toute orientation sexuelle d'en apprendre plus sur l'association et de s'essayer à la culture drag grâce à un atelier maquillage. Alors cette association, c'est ce qu'on appelle un centre LGBT pour lesbiennes, gays, bi, trans et qui a pour vocation d'accueillir les personnes qui sont en questionnement sur les questions d'orientation sexuelle ou d'identité de genre. Et c'est important qu'on puisse avoir ce type de manifestation pour essayer de faire avancer un petit peu les choses. C'est une façon plus ludique de faire avancer les choses. Quelle est la différence entre un drag et un travesti ? Alors, pour faire simple, un travesti, c'est un homme qui va se faire passer pour une femme naturelle. Et une drag queen, c'est quelque chose de beaucoup plus artistique, beaucoup plus personnalisé. D'où vient cette passion ? Chacun a sa raison. Interview en situation. Parce que la manière dont je vois l'illusionnisme du genre, par le travestissement, c'est qu'en fait, en tant qu'étudiant en Beaux-Arts, je vois ça comme un dessin, en fait, comme une toile, et que j'ai l'impression de tracer des traits comme si c'était une feuille de papier, mais sur un visage, quoi. Et c'est ça ce qui me plaît. Un dernier truc, ferme les yeux. Maquillage terminé. La soirée a continué jusqu'à 1h du matin et a amené beaucoup de curieux. Après 12 années à la tête de Médecins sans frontières, Rony Broman a présenté son prochain ouvrage à l'Université de Lorraine. Sarah Humbert et Clément Di Roma l'ont rencontré sur le campus du Saulcy. L'ancien président de Médecins sans frontières, Rony Broman, était de passage à l'Université de Lorraine pour présenter son nouveau livre, Guerre juste, mensonges et intox. Le thème, ce sont les guerres justes qui aujourd'hui sont ce qu'on appelle les guerres humanitaires. Et j'en ai pris 3 qui ont été menées, la guerre de Somalie en 92, la guerre du Kosovo en 99 et la guerre de Libye en 2011 pour illustrer le fait qu'à la fois on estimait s'engager sur un terrain moral et qu'en même temps on avançait à coups d'énormes mensonges propagandistes, déformations de chiffres. Mais dans la foulée de tout cela, je m'interroge sur la notion de guerre juste, sur les critères de la guerre juste, qui peut la déclarer, pour quelle cause, avec quels moyens, avec quelle chance de succès. J'ai voulu un peu condenser cette réflexion dans ce petit livre qui va paraître prochainement. Direction le Kurdistan irakien où nous retrouvons Marc-Antoine Pelaez, notre correspondant à Erbil et ancien étudiant du master. Il nous explique pourquoi les tensions montent entre le gouvernement irakien et les indépendantistes kurdes. Un entretien réalisé par Elie Gucker. Donc le peuple kurde, ça fait une centaine d'années qu'ils veulent leur indépendance. À l'époque, il y avait 2 diplomates français et anglais, Saïk et Picot, qui ont séparé le Moyen-Orient en 4 parties, enfin cette zone où se trouve actuellement la région autonome kurde,
Donc ils l'ont séparé avec la Syrie, l'Irak, l'Iran et la Turquie. Le peuple kurde s'est retrouvé à ne pas avoir leur propre pays en gros. Et donc aujourd'hui, le président donc, de cette région, Massoud Barzani, a décidé de faire un référendum pour qu'ils aient leur propre pays. C'est une zone qui a été récupérée par les Kurdes, qui appartient à Bagdad à la base, mais qui est très riche en pétrole. Donc Bagdad n'est pas du tout content, parce que c'est une source de revenus énorme. Et du coup, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont sûrement envoyer l'armée irakienne, sûrement peut-être pas pour se battre, mais pour montrer que leur autorité, pour appuyer leur autorité sur place et montrer aux Kurdes que voilà, ils ont toujours le pouvoir là-bas. Pour l'instant, tous les expats ici sont bloqués. On ne sait pas quand ça va se débloquer. Et donc, cette chose-là a été mise en place par Bagdad pour montrer qu'ils ont encore le contrôle sur les vols aériens. Donc, c'est les entrées et les sorties. Donc, le seul moyen possible, ça serait que je descende à Bagdad pour prendre un avion et aller en Europe, ou en France ou n'importe où. Pour l'instant, les infos sont très opaques. Le consulat français n'a pas beaucoup d'infos, voire beaucoup moins que nous sur place. Donc même en les appelant, on ne sait pas grand-chose. Il y en a qui sont inquiets, bien sûr, mais je pense que les gens sont encore plus inquiets par le manque de développement ici au niveau de l'eau, de l'électricité, du chômage. Par exemple, dans des villes plus pauvres comme Souleymanie ou Kirkouk, les gens que j'ai interrogés, ils me disaient maintenant, à cette date, on n'est pas prêt à être autonome. Dans quelques années, pourquoi pas? Mais là, on est le cul entre deux chaises, donc bien sûr qu'on va aller voter oui, parce que c'est un rêve qu'on a tous, mais on se retrouve bloqué à voter pour quelqu'un qu'on ne trouve pas légitime et qui délaisse des populations plus pauvres, quoi. Vous pouvez retrouver les travaux de Marc-Antoine Pelaez sur son profil Instagram et Twitter. Et pour conclure cette édition, nous vous emmenons au derby lorrain du jeu vidéo en ligne League of Legends à l'Arsenal. Les tournois d'e-sport se professionnalisent et prennent de l'ampleur au niveau local. Illustration avec la rencontre entre Lorraine eSport et Eios Gaming, un reportage signé Léa Ménard, Romain Etouin et Clément Di-Roma. Organisée par l'association Lorraine eSport, la finale de League of Legends a eu lieu dans la grande salle de l'Arsenal à Metz. En plein essor en France, l'e-sport se fait une place auprès des autres sports plus traditionnels. Les gens qui me disent que l'e-sport n'a pas de chance de devenir un sport traditionnel, je pense qu'elles ont tort parce que pour moi c'est déjà le cas en fait. Les moyens et les passions qui sont déployées par le public et les organisateurs sont les mêmes que pour du sport traditionnel. Ce tournoi contribue à populariser les compétitions de jeux vidéo qui restent mineures en France. Mais l'e-sport attire de plus en plus d'associations et d'investisseurs. Il y a de plus en plus d'associations, d'entreprises qui s'y mettent, qui s'investissent de l'argent, du temps. Et justement, c'est pour promouvoir l'e-sport au niveau local, régional, et monter, etc., international, national, faire des clubs, etc. Et on peut voir comment ça se passe. Le sport, c'est différent de l'e-sport. Le jeu appartient à celui qui l'a créé. Du coup, il risque d'avoir quelques conflits là-dessus, mais je pense que pour l'instant, on avance à très grande vitesse vers ce genre de projet. Un projet des plus prometteurs. Plusieurs acteurs influents, dont Tony Estanguet, coprésident du comité Paris 2024, ouvrent la discussion pour intégrer la discipline aux Jeux Olympiques de Paris. One Shot, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur les pages Facebook, Twitter de webullition.info. À très bientôt sur One Shot.